Chapitre 1. Le rassemblement à Ravenhall. La campagne du Kent s'étendait sous un voile de brume en cet après-midi d'automne. Une fine brume argentée qui adoucissait les haies et répandait une atmosphère mélancolique sur les demeures seigneuriales qui parsemaient le paysage. Parmi elles, aucune n'était plus imposante que Ravenhall, un vaste manoir élisabétain, aux hauts pignons, aux hautes cheminées et aux fenêtres qui scintillaient comme des yeux vigilants sur les pelouses humides. C'est ici qu'une curieuse compagnie s'était rassemblée, apparemment pour une fête de week-end, bien que sous le bavardage poli courait un courant nerveux, comme si une note sombre avait été frappée que personne n'osait reconnaître. L'hôte, Sir Everard Vail, se tenait près de la grande cheminée en pierre du salon, les épaules raides sous son costume sur mesure. Homme d'une 60aine d'années, à la moustache blanche hérissée et au regard toujours vif malgré son âge, Sir Everard affichait l'autorité d'un homme habitué à l'obéissance. Pourtant, même lui semblait distrait, jetant de temps à autre des coups d'œil aux hautes fenêtres, comme s'il s'attendait presque à voir surgir un fantôme du brouillard. À ses côtés, Lady Constance Vail, pâle et élégante dans une douce robe de soie grise, versait le thé aux invités. Son attitude était d'une sérénité forcée, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tendit une tasse à la jeune mariée assise en face d'elle. Eleanor Ashworth, devenue Eleanor Vail, mariée 3 mois auparavant au fils unique de Sir Everard. Eleanor était l'image même du charme juvénile, ses boucles brunes encadrant un visage plus fougueux que joli, bien que ses grands yeux exprimassent une intensité inquiète. Elle riait promptement, mais plus prompte encore à jeter des regards scrutateurs sur la pièce, comme attentive à chaque nuance de l'assemblée. Son mari, Henry Vail, était installé dans un fauteuil un peu à l'écart, ses longs doigts tapotant nonchalamment l'accoudoir. Henry était beau, à la manière insouciante de l'aristocratie anglaise, avec des cheveux blonds et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Son mariage, murmuraient les commères du comté, avait été une surprise, précipité, secret et dépourvu de la grandeur attendue de la famille Vail. Certains disaient qu'Henry était tombé violemment amoureux, d'autres suggéraient qu'Eleanor avait apporté avec elle des dettes ou des complications qu'il valait mieux taire. Autour de la salle, le cercle des invités offrait un tableau miniature de la société anglaise. Il y avait le colonel Arbuthnot, retraité de l'armée, le teint rougeaud et la voix tonitruante, ses anecdotes sur l'Inde ponctuées de rires chaleureux. Près de lui était assise Miss Lydia Greaves, pupille de Sir Everard, une jeune femme à l'expression grave et à la beauté sévère, qui observait Henry Vail avec des yeux qui trahissaient une émotion plus profonde qu'un simple regard de cousin. Monsieur Jasper Harwood, l'avocat de la famille, s'appuyait contre la cheminée avec un air vaguement condescendant, ses lèvres fines pincées en signe de désapprobation habituelle. Il semblait s'intéresser de près à la maisonnée, son regard se portant souvent vers Eleanor, comme pour la mesurer à l'aune de quelques critères personnels. Et puis il y avait le docteur Félix Morton, un sympathique médecin de campagne dont les lunettes rondes lui donnaient un air perpétuellement surpris. Il soignait la famille Vail depuis des années et parlait avec la familiarité d'un vieil ami. La conversation s'écoulait par à-coups, passant du brouillard aux nouvelles de Londres, puis retombant dans le silence dès que le nom d'Éléonore était évoqué. Car même si elle souriait et parlait avec grâce, il était clair qu'elle était une étrangère parmi eux, la mariée intruse dont la place à Ravenhall n'était pas encore assurée dans le cœur de ses habitants. Finalement, Sir Everard éleva la voix. « Mes amis, déclara-t-il, c'est une joie de vous voir réunis ici. Ravenhall existe depuis des siècles, résistant aux tempêtes et aux conflits, et je suis heureux qu'il soit encore un lieu de convivialité et de fête. Ce soir, nous dînerons dans la grande salle, et demain, j'espère que le temps permettra une partie de chasse. » Il jeta un coup d'œil à son fils qui étouffa un bâillement. Eleanor, cependant, se pencha en avant avec animation. « Comme c'est splendide, dit-elle. J'adore la campagne. C'est tellement différent de Londres. » Un léger sourire entendu effleura les lèvres de Miss Greaves. « En effet, murmura-t-elle, il a ses propres particularités. » La remarque, bien qu'innocente en apparence, avait un poids qui fit rougir Eleanor. Lady Constance intervint rapidement et suggéra qu'ils se rafraîchissent tous avant le dîner. Tandis que le groupe se dispersait, Eleanor s'attarda près de la fenêtre, scrutant le brouillard qui s'amoncelait. Henry la rejoignit d'une voix basse, mais teintée d'impatience. « Faut-il toujours te battre contre eux, Nell? C'est épuisant. » Elle se tourna rapidement vers lui, ses yeux brillants. « Je ne m'oppose à personne, Henry, mais je ne me sentirai pas indésirable chez moi. » Avant qu'il puisse répondre,
Le majordome entra pour annoncer que les chambres étaient prêtes. Éléanore passa devant son mari sans un mot, sa robe de soie murmurant contre le parquet. Plus tard, alors que les cloches sonnaient en 7 heures, les invités se rassemblèrent pour le dîner. La grande salle de Ravenhall scintillait à la lueur des bougies, des ombres dansant sur des tapisseries représentant des scènes de chasse et des batailles oubliées. Le repas fut somptueux, mais sous l'éclat de l'argenterie et le murmure des conversations polies se cachait une tension inconfortable. C'est pendant le dernier plat, alors que l'on versait le cognac, qu'Éléanore se leva brusquement de son siège. « Pardonnez-moi, dit-elle avec un léger sourire. Je me sens un peu faible. L'air, peut-être le brouillard. » Henri se leva à demi, mais elle lui fit signe de revenir, insistant sur le fait qu'elle n'avait besoin que d'un instant. Lady Constance appela la servante pour l'accompagner dans sa chambre. Le reste du dîner se déroula sans incident, même si les conversations s'essoufflèrent. Un à un, les invités se retirèrent. À 11 heures, le silence régnait dans la maison, à l'exception du murmure du vent dans les cheminées. Le matin se leva, pâle et froid. Les domestiques sillonnaient silencieusement les couloirs, tirant les rideaux et allumant des feux. Pourtant, lorsque la servante alla s'occuper de Madame Vale, elle trouva la chambre vide. Le lit n'avait pas été utilisé. Éléanore avait disparu. Sa robe de la veille était drapée sur une chaise. Son écrin à bijoux était ouvert sur la coiffeuse. Et par terre, près des portes-fenêtres donnant sur la terrasse, une unique pantoufle, délicate, satinée et abandonnée. Chapitre 2. La disparition. Le froid matinal persistait dans les couloirs de Ravenhall, tandis que la maisonnée s'activait. Une fine couche de givre s'était déposée sur les pelouses, et la brume qui avait voilé le parc la veille au soir s'abaissait, telle la fumée d'un incendie invisible. C'est sous cette aube pâle et inquiétante que l'alarme fut donnée. La servante, Agnès, était allée réveiller Madame Val comme c'était son devoir. Frappant doucement d'abord, puis plus fermement, elle n'obtint aucune réponse. Finalement, elle poussa la porte et entra, mais s'arrêta brusquement, son plateau tombant au sol avec un fracas qui résonna dans le couloir. Le lit était intact, ses couvertures pourpres lisses. L'écrin à bijoux posé sur la coiffeuse était ouvert, mais rien ne semblait manquer. Les portes-fenêtres donnant sur la terrasse étaient légèrement entr'ouvertes, laissant entrer un souffle d'air glacial. Et sur le sol, si près du seuil que l'ourlet du rideau le frôlait, une unique pantoufle de satin était posée. Agnès a crié. Quelques instants plus tard, Lady Constance elle-même se précipita à l'intérieur, le visage blême. Elle observa la scène d'un regard perçant, avant d'ordonner à la servante d'aller chercher son mari. Lorsque Sir Everard arriva, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, le couloir grouillait de murmures. Le colonel Arbuthnot, interpellé par le vacarme, demanda ce qui s'était passé. Miss Greaves resta pâle et raide, les doigts crispés sur la rampe. Henry Vale fit enfin irruption dans la pièce, sa robe de chambre jetée à la hâte sur lui. « Qu'y a-t-il » s'écria Henry, la voix rauque. « Où est Éléanore » Lady Constance leva une main tremblante vers les portes ouvertes. « Elle s'est partie, Henry. Elle s'est partie dans la nuit. » Sir Everard marmonna un juron et traversa la pièce à grands pas, ses bottes crissant sur le givre qui s'était infiltré de l'extérieur. Il ouvrit grand les portes, révélant la terrasse. Les dalles de pierre scintillaient faiblement de rosée. Au-delà, les jardins se fondaient dans un épais voile de brume. « Il y a des empreintes de pas », annonça le colonel Arbuthnot en se baissant avec une agilité surprenante pour un homme de son âge. « De petites empreintes qui partent de la terrasse. Celle d'une femme, j'en suis sûr. » Henri le dépassa, le regard perdu dans ses pensées. « Éléonore ! Éléonore !» Sa voix résonna creux dans le brouillard, sans réponse. Le docteur Morton apparut aussitôt, appelé de ses appartements par un domestique. Il se pencha sur la pantoufle et la souleva avec précaution. Lâchée à la hâte, peut-être. Il n'y a aucune trace de lutte ici. Mais pourquoi sortirait-elle seule, dans le noir et par ce froid? La question restait en suspens, sombre et accusatrice. Lady Constance secoua la tête avec désespoir. Elle n'était pas dans son élément hier soir. Vous l'avez vue. Elle s'est excusée, disant qu'elle se sentait faible. Peut-être s'est-elle agitée pendant la nuit et est-elle sortie. L'air, le brouillard. Cela l'a peut-être perturbée. N'importe quoi, coupa sèchement Sir Everard. Ce n'est pas une somnambule. Si elle a quitté cette maison, c'était pour une raison. Le visage d'Henry se durcit. Et pour quelle raison, père ? Personne ne répondit.
Le silence sembla les envahir tous, jusqu'à ce que Miss Greaves prenne la parole de sa voix basse et posée. « Voilà la rivière, dit-elle, les yeux fixés sur la brume. Elle coule non loin des jardins. » Un frisson parcourut le groupe. L'idée leur était venue spontanément, mais personne n'avait osé l'exprimer. Henry fit un mouvement brusque vers les marches, mais le colonel Arbuthnot le retint par le bras. « Du calme, mon garçon. Il faut fouiller. Oui, mais avec ordre. Une demi-douzaine d'entre nous qui errent dans le brouillard ne serviront à rien. Appelons les domestiques, formons une ligne et balayons le terrain. » Sir Everard hocha brièvement la tête. « Veillez-y. » Chaque centimètre carré des jardins, des berges, des bois. Ne négligez aucun détail. Et ainsi, sous le soleil pâle et réticent, la recherche a commencé. Le domaine de Ravenhall était vaste. De vastes pelouses menaient à des bosquets d'ifs et de chênes ombragés. Des haies denses bordèrent les jardins, et au-delà, la rivière lente et sinueuse. Des domestiques armés de lanternes étaient répartis sur le domaine, leurs cris résonnant faiblement dans la brume. Des chiens furent là sortis des chenils, leurs aboiements excités bientôt étouffés par le brouillard. Pourtant, au fil des heures, aucune trace d'Eleanor Vale ne fut retrouvée. Pas un morceau de tissu déchiré, pas un bibelot abandonné, pas un appel à l'aide, depuis la rive. Seulement ces légères empreintes de pas sur la terrasse, qui s'estompaient rapidement à mesure que le givre fondait au soleil matinal. À midi, la maisonnée s'était à nouveau réunie dans le salon, les visages tirés et las. Henry se tenait près de la fenêtre, le regard brûlant d'une intensité telle que même le colonel se tut. Lady Constance était assise sur une chaise longue, son mouchoir pressé contre ses lèvres. Sir Everard arpentait le foyer comme une bête en cage, marmonnant des phrases courtes et saccadées. C'est alors que Jasper Harwood, l'avocat, a pris la parole pour la première fois ce jour-là. « Il faut affronter la vérité, dit-il d'un ton sec et précis. La jeune femme a disparu. De son plein gré ou par accident, je ne peux le dire. Mais l'affaire est grave et ne peut rester entre ces murs. Les autorités doivent être informées. » Ces paroles tombèrent comme une pierre dans une eau calme. « Scandale, Harwood !» rugit Sir Everard. « Crois-tu que je ferai traîner le nom de Vale dans les journaux comme dans une affaire criminelle ? Nous nous en occuperons nous-mêmes jusqu'à ce que nous soyons certains. »« Certainement de quoi ?» intervint mademoiselle Greaves, la voix tremblante. « Qu'Eleanor est morte ?» Lady Constance poussa un petit cri, et Henry se tourna vers elle avec férocité. « Tu oses dire une chose pareille ? Tu l'as détestée, Lydia, avoue-le. » La jeune fille recula, le rouge lui montant aux joues. « Je ne la détestais pas. Mais j'ai vu ce que tu ne voulais pas voir, qu'elle était malheureuse. Tu la croyais radieuse, dévouée, mais elle vivait dans la peur, Henry. Je le sais, je l'ai vu dans ses yeux. » Ces paroles lui firent l'effet d'un coup de massue. Il recula d'un pas, la main agrippée au rideau. Le visage de Sir Everard s'assombrit. « Assez. C'est inconvenant. Nous allons attendre. Éléonore pourrait bien revenir. D'ici là, Ravenhall n'en a pas entendu parler. Comprenez-vous ? Aucun mot. » Les autres échangèrent des regards inquiets. Mais personne n'osa le défier. Dehors, le brouillard s'accrochait obstinément aux pelouses, comme s'il refusait de dévoiler ses secrets. Et quelque part, dans ses profondeurs, la vérité sur le sort d'Eleanor Vale se cachait. Chapitre 3. L'arrivée d'Hercule Poirot. L'après-midi suivant, alors que le ciel gris s'épaississait et que le brouillard refusait de se dissiper dans la vallée, une automobile sillonnait les étroites routes de campagne menant à Ravenhall. Son arrivée fut discrète, si ce n'est le crissement du gravier sous ses pneus et le regard étonné d'un jardinier qui s'attardait près du portail. Une petite silhouette méticuleuse en sortit, vêtue d'un costume gris foncé parfaitement coupé et coiffé d'un chapeau melon placé à l'angle parfait. Il retira une paire de gants immaculés, les glissa dans sa poche de poitrine et leva les yeux vers la façade imposante de Ravenhall avec une expression à la fois admirative et critique. Ses moustaches, les plus fines et les plus luxuriantes de toute l'Angleterre, frémirent légèrement tandis qu'il respirait l'air humide et lourd. « Mon Dieu !» murmura Hercule Poirot. « On dirait que la maison elle-même est en deuil. » Derrière lui apparut un grand monsieur au visage rougeau, l'air confus et jovial. Le capitaine Arthur Hastings, fidèle chroniqueur des aventures de Poirot, frissonna en contemplant la grande maison. « Un endroit sinistre, hein, Poirot ? Je ne pense pas que ce soit le genre de maison où l'on s'attendrait à une célébration de mariage. Plutôt un lieu tout droit sorti d'un conte gothique. » Poirot tapota affectueusement le bras de son ami. « Tu as bien observé, Hastings. Ravenhall a un air tragique. Et c'est ici, mon ami,
que la tragédie a bel et bien frappé. Le majordome les reçut à la porte avec une formalité stricte, même si son attitude professionnelle ne pouvait masquer l'anxiété qui pesait sur la maisonnée. « Si vous voulez bien entrer, messieurs, Sir Everard vous attend. » Ils furent introduits dans le salon, où l'atmosphère était tendue comme un fil. Sir Everard se tenait près de la cheminée, sa présence imposante intacte malgré la tension qui obscurcissait son visage. Lady Constance était assise à côté de lui, pâle et silencieuse. Henry arpentait la pièce avec agitation près de la fenêtre, tandis que Lydia Greaves s'attardait au bureau, l'air réservé. Le colonel Arbuthnot était installé dans un fauteuil, sa pipe éteinte, et M. Harwood, le notaire, planait tel un oiseau sombre et menaçant. « Messieurs Poirot et Hastings », annonça le majordome. Sir Everard s'avança et lui tendit une main ferme. « Monsieur Poirot, je vous remercie d'être venu si vite. L'affaire est délicate, et je souhaite qu'elle soit traitée avec la plus grande discrétion. » Poirot s'inclina légèrement. « Vous êtes trop gentil. J'étais à Londres quand votre télégramme m'est parvenu. Il parlait d'une disparition des plus mystérieuses. Je viens immédiatement. » Henri se retourna brusquement, le visage pâle d'insomnie. « Vous devez nous aider, monsieur Poirot. Ma femme, Éléanore, a disparu. Disparu. Personne ne sait comment, ni pourquoi. Nous avons fouillé le domaine de fond en comble. » Poirot inclina gravement la tête. « Du calme, monsieur. Nous allons utiliser les petites cellules grises. Elles nous diront ce qui s'est passé. » Lady Constance remua. « Monsieur Poirot, on dirait qu'elle s'est fondue dans la brume. Un instant, elle était là, l'instant d'après. Plus rien. Une pantoufle laissée près de la porte, des traces de pas sur la terrasse, et puis effacée par la rosée. » Hastings fronça les sourcils. « Ça paraît étrange, Poirot. Si elle est partie de son plein gré, pourquoi pas de manteau, pas de sac à main? Et si elle a été emmenée, eh bien, quelqu'un l'aurait sûrement entendu ?» Poirot écarta les mains. « Le mystère est entier, Hastings. C'est pour cela que nous sommes ici. Dites-moi, Sir Everard, pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ?» Le vieil homme se raidit. « Je ne laisserai pas le nom de Vale figurer dans les journaux à scandale. Si un acte criminel a été commis, qu'il soit découvert discrètement. Si elle a fui de son plein gré, nous pourrons peut-être encore éviter la disgrâce. » Poirot plissa les yeux. « Très bien. Nous verrons ce qui peut être fait. Mais je dois avoir la liberté d'interroger tous ceux qui étaient présents et d'examiner la maison et le terrain avec la plus grande attention. Aucun détail n'est trop petit. Aucun serviteur n'est trop humble. Vous comprenez ?» Sir Everard inclina la tête avec raideur. « Vous aurez carte blanche, monsieur Poirot. » La première entrevue eut lieu avec Henri Vale. Poirot le conduisit à la bibliothèque, où les lourds rideaux étouffèrent la lumière de l'après-midi. « Maintenant, monsieur, » commença doucement Poirot, « vous devez tout me dire. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ?» Henri se passe la main dans les cheveux. « Au dîner. Elle est partie tôt, disant qu'elle se sentait faible. Je l'ai vue se lever, nous souriant à tous comme si de rien n'était. Je devais la rejoindre plus tard, mais quand je suis monté, elle n'était pas dans sa chambre. Et depuis, plus rien. » Poirot le regarda attentivement. « Et dans votre mariage, monsieur, Madame Vale était-elle satisfaite? Avait-elle, comment dire, des secrets ?» Henri rougit. « Éléanore et moi étions heureux. Parfaitement heureux. Tu ne dois pas croire le contraire. »« Pourtant, » murmura Poirot, « on peut aimer et pourtant cacher quelque chose. A-t-elle jamais parlé de peur? De quelqu'un dont elle se méfiait? »« Non, » dit Henri avec férocité, même si le déni semblait presque trop rapide. Poirot laissa le silence s'éterniser. Puis, avec un léger haussement d'épaules, il le congédia et demanda à Mademoiselle Greaves de venir. Lydia entra, calme et posée, son regard sombre fixé sur Poirot. Elle n'attendit pas ces questions. « Vous voulez savoir si je détestais Éléanore Vale? Eh bien oui, elle était inadaptée à cette maison, à Henry, à notre famille. Elle semait le malaise partout où elle allait. Mais je ne lui voulais aucun mal. » Poirot inclina la tête. « Vous êtes franche, mademoiselle. Dites-moi, qu'avez-vous observé au dîner hier soir ?» Lydia hésita. Elle semblait distraite. Elle a ri, certes, mais c'était forcé. J'ai cru qu'elle avait peur de quelque chose. Mais je ne saurais dire si c'était de cette maison ou de quelqu'un à l'intérieur. Les moustaches de Poirot tressaillirent pensivement. Très curieux. Vous voyez beaucoup, mademoiselle, et peut-être en voyez-vous plus que vous ne vous autorisez à en dire. Son regard vacilla à ces mots, mais elle ne dit rien de plus. Plus tard, alors que le crépuscule commençait à tomber à nouveau sur les pelouses embuées,
Poirot et Hastings se promenaient ensemble sur la terrasse. « Qu'en penses-tu, Poirot » demanda Hastings. « Tout cela paraît incroyable. Une jeune femme disparaît dans la nature. Aurait-elle pu s'enfuir » Poirot secoua gravement la tête. « Non, mon ami. Si Madame Veil s'est enfuie, pourquoi avoir laissé ses bijoux? Pourquoi ne pas avoir emporté son manteau, son argent? Et pourtant, si Alaska a été enlevée, pourquoi aucun cri, aucune résistance, aucun signe? C'est tout à fait contre nature. » Il s'arrêta et se pencha pour examiner les dalles de pierre où la pantoufle avait été trouvée. « Ah! Regardez, Hastings. Tiens, une faible trace de quelque chose. » Hastings se pencha, les sourcils froncés. « Je ne vois rien. » Poirot sourit faiblement. « C'est parce que tu regardes avec les yeux, Hastings. Il faut aussi regarder avec l'esprit. Il y a une tendance ici, et elle est des plus irrégulières. » Il se redressa, ses yeux brillants. « Déjà, les petites cellules grises commencent à me murmurer quelque chose, mais il faut être patient. Bientôt, tout s'éclaircira. » Et sur ce, Hercule Poirot se retourna vers Ravenhall, le brouillard s'enroulant autour de ses talons comme un être vivant. Chapitre 4. Les questions commencent. Le lendemain matin, le soleil était blême et maussade, un soleil pâle perçant à peine le brouillard persistant qui enveloppait Ravenhall tel un linceul. La maison elle-même semblait silencieuse, ses occupants réunis pour le petit déjeuner, le visage crispé et sans appétit. Poirot, toujours aussi soigné et posé, se contenta de café et d'une petite brioche servie par le majordome à sa demande. Une dérogation aux œufs au jambon anglais, qu'il considérait avec une légère désapprobation. « Messieurs, mesdames, dit-il en posant sa tasse, il est temps de commencer. Je vais vous parler un à un, et vous me raconterez avec précision tout ce qui s'est passé le soir de la disparition de Madame Veil. Le plus petit détail, un mot, un regard, un objet déplacé, peut avoir une importance, vous comprenez ? » Son regard parcourut la table, et, un à un, les invités hochèrent la tête, certains avec raideur, d'autres avec un soulagement palpable qu'enfin des mesures soient prises. Entretien I. Lady Constance Veil. Le salon du matin, avec ses hautes fenêtres et ses draperies pâles, fut choisi pour les interrogatoires. Lady Constance fut la première à entrer, son élégance fragile rehaussée par un châle sur les épaules. Elle s'assit en soupirant, comme si ce simple effort était une épreuve. « Madame, » commença doucement Poirot, « vous êtes une femme sensible. Dites-moi, comment avez-vous perçu votre belle-fille ce dernier soir ?» Les doigts de Lady Constance jouaient nerveusement avec la frange de son châle. Elle semblait perturbée, monsieur Poirot. Son rire était trop vif, son teint trop vif. J'ai trouvé que la compagnie la mettait à rude épreuve. Elle n'était pas à l'aise à Ravenhall, même si elle s'efforçait courageusement de le paraître. Lorsqu'elle s'est excusée, j'ai cru à un léger malaise. Est-ce qu'elle s'est confiée à toi, à propos de ses problèmes, de ses peurs, une hésitation? Une fois, elle a parlé vaguement de rêves, de cauchemars peut-être. Elle a mentionné des ombres pliées à la fenêtre, mais je lui ai dit que ce n'étaient que les arbres qui remuèrent dans le vent. Elle était impressionnable. Poirot inclina la tête, pensif. « Merci, madame. » Une dernière question. Lorsque l'alerte a été donnée, vous avez semblé insister sur le fait qu'elle avait pu s'égarer, prise de confusion. Étiez-vous vraiment convaincu ou simplement optimiste? Ses yeux se remplirent soudain de larmes. De l'espoir, monsieur Poirot. Toujours de l'espoir. Entretien 2. Colonel Arbuthnot. Le colonel entra avec la vivacité d'un soldat, ses joues rouges contrastant avec la pénombre de la maison. Il prit place comme à une cour martiale. « Allons, Poirot, je vais te dire ce que je sais. » La jeune fille a quitté la table plus tôt que prévu. Rien de mal à cela. Plus tard, quand l'agitation a commencé, j'ai été le premier à repérer les empreintes de pas sur la terrasse. Des petits pieds, des chaussures de femme, sans aucun doute. Les as-tu suivis? À peine un peu de chemin. Ils se sont effondrés dans l'herbe humide. Rien ne permettait de savoir où elle allait. Poirot le regarda fixement. « Vous êtes un homme d'observation, colonel. Avez-vous remarqué autre chose d'inhabituel? Un bruit, une silhouette, une lumière ?» Le colonel fronça les sourcils et tira sur sa moustache. « Maintenant que vous le dites, j'ai cru entendre une porte claquer vers 11h30. C'était peut-être le vent. Remarquez, cette vieille maison grince et gémit comme une caserne en pleine tempête. » Poirot hocha lentement la tête. Chaque bruit, chaque craquement peut parler. « Merci, colonel. » Entretien 3. Jasper Harwood. L'avocat arriva avec son air habituel de désapprobation, les lèvres pincées.
Il semblait trouver la procédure déplaisante, même si l'œil perçant de Poirot ne manqua rien de la légère sueur qui perlait sur son front. « Monsieur Harwood, vous connaissez la famille Vail depuis longtemps. Alors, quelle était votre opinion sur Madame Vail ?»« Elle était inadaptée, » répondit froidement Harwood. « Assez charmante, mais manquant de stabilité. Je crains qu'elle n'ait été mal préparée aux responsabilités de cette maison. »« Inadaptée, » répéta doucement Poirot. « Et pourtant, c'est Monsieur Henry qui l'a choisie. L'avez-vous prévenu ?» L'expression d'Harwood se durcit. « Ce n'est pas à moi de dicter le choix de ma cliente. Pourtant, je craignais que sa présence n'entraîne des complications. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Des complications ? D'ordre financier, peut-être ?» Harwood hésita. « Je conseille simplement quand je peux. » Le passé d'Eleanor Vail n'était pas entièrement exempt de tout fardeau. Dettes, problèmes familiaux. Rien de criminel, vous comprenez, mais indésirable. Poirot inclina la tête. « Vous êtes précis, monsieur Harwood. C'est une vertu, même si parfois la précision cache plus qu'elle ne révèle. » Les lèvres de Harwood se pressèrent jusqu'à presque disparaître. Entretien 4. Docteur Félix Morton. Le docteur Morton entra précipitamment, ses lunettes scintillantes, ses manières joviales mais teintées d'inconfort. « Ah, monsieur Poirot, triste affaire, très triste. Je connaissais cette jeune fille depuis à peine 3 mois, et pourtant elle semblait pleine d'entrain. Dommage, vraiment dommage. »« Vous l'avez soignée, docteur ? » ?»« 1 ou 2 fois seulement. Des nerfs, rien de plus. Je lui ai prescrit un tonique. » Poirot se pencha légèrement en avant. La nervosité. Et pourtant, Lady Constance parle d'ombre, de cauchemar. Madame Vail vous a-t-elle confié ses craintes ? Morton s'éclaircit la gorge. Eh bien, elle a fait allusion à des inquiétudes. Elle a parlé d'être surveillée, même si je lui ai dit que c'était de l'imagination. Ravenhall peut peser sur un nouveau venu. La maison est oppressante. Oppressant, oui, murmura Poirot. Et pourtant, docteur, ce n'est souvent pas la maison qui opprime, mais ses habitants. Morton s'agitait mal à l'aise sur son siège. Entretien 6. Henry Vail. Enfin, Henry arriva, agité et pâle, les yeux injectés de sang par l'insomnie. Il se laissa tomber sur sa chaise, comme épuisé. « Poirot, je t'en prie, retrouve-la. Nous interroger ne servirait à rien. Elle est partie, peut-être enlevée, peut-être... » Sa voix se brisa. Poirot leva la main. « Courage, monsieur. Vous aimiez votre femme ? » ?»« De tout mon cœur. Elle était tout pour moi. » »« Et pourtant, il y a eu des disputes, peut-être. » Henri tressaillit. Quel mariage est exempt de disputes ? Mais rien de grave. Elle était nerveuse, oui. Parfois, elle m'accusait de cachotterie. Elle pensait que je lui cachais des choses. Mais c'était absurde. « N'importe quoi, » répéta doucement Poirot. « Et pourtant, vous admettez qu'elle craignait que vous ne lui ayez rien dit. Dites-moi, monsieur, où étiez-vous précisément entre 10h30 et minuit ?» Henri leva brusquement les yeux. « Dans ma chambre, en train de lire. Seul. »« Seul, » répéta Poirot. Son regard se posa sur Henri avec une intensité silencieuse, et le jeune homme hésita un instant. Puis il se releva brusquement. « C'est tout ce que je peux vous dire. » Une fois le dernier entretien terminé, Poirot rejoignit Hastings dans la bibliothèque, où le feu brûlait faiblement. « Alors, Poirot ?» demanda Hastings, avec empressement. « As-tu appris quelque chose ?» Poirot joignit le bout de ses doigts, les yeux mi-clos. « Mais oui, Hastings. J'ai appris que chaque âme dans cette maison cache quelque chose. Ils parlent avec courtoisie, avec chagrin, avec indignation, et pourtant, sous leurs yeux, il y a une dissimulation. Madame Vail a disparu, mais pas seulement dans la brume. Non, elle s'est évanouie dans une toile, tissée ici, à Ravenhall. » Hastings le fixa. « Tu veux dire que l'un d'eux connaît la vérité ?» Poirot ouvrit les yeux, perçants et brillants. « L'un d'eux, Hastings ? Non, non, ils en savent tout plus qu'ils ne l'ont dit. La question est, quelle vérité était la vérité du meurtre, et laquelle n'est que la vérité de l'orgueil, de la honte, de l'amour non exprimé ?» Il se pencha en arrière, souriant faiblement. « Patience, mon ami. Les petites cellules grises sont déjà très occupées. » Chapitre 5. Les fausses pistes. Le lendemain, à Ravenhall, l'aube s'annonçait peu prometteuse. Un vent violent s'était levé dans la nuit, transformant le brouillard en lambeaux qui s'accrochaient obstinément aux bois et aux berges.
L'air était plus vif, le ciel d'un gris plombé semblait peser sur la maison et ses habitants inquiets. À l'intérieur, l'ambiance était tout aussi pesante. Aucun rire, aucune salutation joyeuse ne marquait la table du petit déjeuner. Chaque convive était assis à l'écart, perdu dans ses pensées, et seul le frottement des couverts et le froissement occasionnel d'un journal troublèrent le silence. Poirot, en revanche, était aussi impeccable que d'habitude, ses moustaches cirées à la perfection, ses chaussures luisantes comme si elles n'avaient l'âme pas été touchées par la boue anglaise. Hastings remarqua, avec une admiration mêlée d'exaspération, que son ami semblait totalement insensible à la morosité. Finalement, Sir Everard s'éclaircit la gorge. « Cela ne peut pas continuer, » déclara-t-il. « Si Elénor n'est pas retrouvée, nous devons supposer qu'elle... » Sa voix trembla, et il corrigea sèchement. « Nous devons supposer qu'elle ne reviendra pas. » Henri se leva d'un bond. « Comment osez-vous parler ainsi, père? Elle est vivante quelque part. Elle doit l'être. » C'est Jasper Harwood, l'avocat, qui l'interrompit avec une précision glaciale. « Et pourtant, Henry, les preuves indiquent le contraire. Sa pantoufle laissée sur place, son lit intact, pas de manteau, pas d'argent. C'est l'acte d'une femme qui part non par choix, mais par contrainte. Si tel que le cas, alors la contrainte implique un agent. Quelqu'un ici en sait peut-être plus qu'il ne l'admet. » Un murmure d'indignation s'éleva. Le colonel marmonna « impertinence manquée ». Lydia Greaves pâlit et Lady Constance ferma les yeux en poussant un léger cri. Poirot leva une main, sa voix calme mais autoritaire. « Messieurs, mesdames, ne nous disputons pas. Déjà, des rumeurs de suspicion circulent. Examinons-les, calmement, comme il se doit. » Le suspect évident. À midi, Poirot et Hastings se retrouvèrent de nouveau sur la terrasse, observant la scène où la pantoufle d'Éléonore avait été découverte. Le vent froid tirait sur le manteau d'Hastings tandis qu'il parlait. « Poirot, il y a une chose que je n'arrive pas à oublier. Ces empreintes de pas sur la terrasse. Elles s'arrêtent brusquement. Plus aucun signe d'elle. Se pourrait-il qu'elle ne soit jamais partie? Que quelqu'un ait mis en scène la scène pour faire croire qu'elle était partie? » Les yeux de Poirot brillèrent. « Exactement, Hastings. Tu saisis toujours un fil, même si tu ne vois pas encore la tapisserie. Il est possible, et même probable, que ce que nous voyons ne soit qu'un tableau, arrangé pour tromper. » Hastings fronça les sourcils. « Mais alors, qui organiserait une chose pareille ?» Poirot se tourna lentement, son regard se dirigeant vers la maison. « Réfléchissez, mon ami. Qui avait le plus à gagner si Eleanor Vale disparaissait? Qui était le plus opposé à sa présence dans cette famille? » « Mademoiselle Greaves, » dit aussitôt Hastings. « Parbleu, Poirot, ça tombe bien. Elle aimait Henri, c'était évident. » Éléonore se dressait sur son chemin. Si Éléonore était partie, Poirot inclina la tête. Un mobile, oui, et un mobile puissant. Ajoutez à cela, que nous a-t-elle dit? Qu'Éléonore semblait effrayée, qu'elle n'était pas faite pour elle, qu'elle n'était pas à sa place. Des mots qui pourraient être de la sympathie, ou des mots qui pourraient ouvrir la voie à la suspicion. Hastings, il est possible que mademoiselle Greaves soit au cœur de ce mystère. Une fouille de la chambre de Lydia. C'est avec l'accord réticent de Sir Everard que Poirot demanda à examiner discrètement les pièces occupées par les invités. La chambre de Lydia, située le long du couloir est, était aussi austère que son occupante. Meubles en chêne foncé, lit étroit soigneusement fait, livres soigneusement rangés sur une étagère. Le regard de Poirot ne manqua rien. Il se pencha pour examiner un petit buvard posé sur le bureau. Une légère trace d'écriture subsistait, bien que la page elle-même ait été arrachée. Il la traça délicatement du bout des doigts, puis sourit. « Observe, Hastings. » Une lettre commencée, puis détruite. « Regarde ici. Les mots « mon très cher H » sont à peine visibles. H. Pour Henry, peut-être? Hastings siffla. Alors elle tenait à lui, plus qu'elle ne l'admettait. Exactement. Et là, un tiroir fermé à la hâte. Regardez, les fibres du tissu coincées. Un morceau de ruban arraché à un vêtement. Hastings, ce sont des broutilles qui trahissent la vérité. Avant qu'Hastings puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Lydia elle-même entra, le visage pâle, comme du marbre en les voyant. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Poirot inclina poliment la tête. « Pardonnez-moi, mademoiselle. Nous examinons seulement, avec la permission de Sir Everard. Vous comprenez, la disparition de Madame Vale exige une attention particulière. » Les yeux de Lydia lancèrent des éclairs.
Vous croyez que j'y suis pour quelque chose, que je voulais qu'elle disparaisse. Eh bien si, je la méprisais, je l'avoue. Mais lui faire du mal? Jamais. Si vous me croyez capable d'un tel crime, vous vous trompez, monsieur Poirot. Elle se retourna et s'enfuit, la porte claquant derrière elle. Hastings secoua la tête. Ça a l'air incriminant, Poirot. Elle a failli avouer. Poirot sourit faiblement. Ah, Hastings. Comme tu juges vite. Mais la passion n'est pas le crime. Haïr, désirer, c'est humain. Mais tuer, c'est autre chose. Potins entre domestiques. Ce soir-là, Poirot parvint à parler à Agnès, la servante qui avait découvert la disparition d'Elénore. C'était une jeune fille timide, facilement perturbée. Mais grâce aux encouragements bienveillants de Poirot, elle se sentit plus à l'aise. « Mademoiselle Greaves, monsieur » répéta Agnès, les yeux écarquillés. Oh, elle était toujours sévère avec les domestiques. Pas méchante, mais froide. Quant à Madame Veil, elle était différente. Elle me souriait, me parlait avec douceur. Mais, elle hésita. « Mais, mademoiselle » demanda doucement Poirot. « Eh bien, monsieur, j'ai entendu un jour mademoiselle Greaves dire à Madame Veil « Tu n'auras jamais ta place ici. Ravenhall n'a pas ta place, Madame Veil rit, mais d'un rire étrange comme si elle avait peur. » Poirot plissa les yeux. « Très intéressant. Merci, mon enfant, tu m'as été d'une grande aide. » Une fois parti, Hastings dit « Voilà, Poirot, la preuve. Lydia l'a mise en garde. Elle a dû attirer Éléanore dehors. Et puis... » Poirot leva le doigt. « Patience, mon ami. Nous avons des preuves d'aversion, de rivalité. Mais pas encore de disparition. Une fausse piste, peut-être. » Poirot réfléchit. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Poirot était assis devant le miroir, polissant ses moustaches, ses petits yeux pensifs. « Ah, Lydia Greaves, murmura-t-il. Si évidente, si apparente. La femme jalouse et méprisée. La rivale. Hastings vous aurait déjà pendu. Et pourtant, non. Vous êtes trop évidente. Le meurtrier, si meurtrier il y a la subtilité, la ruse. Il se cache derrière des soupçons si faciles. » Il s'arrêta, regardant son reflet. « Non, non. Vous, mademoiselle Greaves, vous pouvez haïr, mais quelqu'un d'autre est plus intelligemment. La vérité est encore cachée, mais bientôt, elle éclatera. Il le faut. » Chapitre 6. Un indice détaillé. La matinée qui suivit fut plus lumineuse que jamais depuis la disparition d'Eléanore Veil. Un faible soleil perçait la brume, dorant le givre sur les pelouses et dissipant les ombres accrochées aux ifs. Pourtant, à Ravenhall, l'atmosphère restait pesante, ses habitants évoluant tels des acteurs d'une pièce sinistre dont personne ne pouvait prévoir l'issue. Poirot, cependant, semblait plus animé que jamais. Sa démarche était vive, ses moustaches frémissaient d'une énergie contenue, et ses yeux brillaient d'une lueur presque enfantine. Hastings, l'observant par-dessus la table du petit déjeuner, ne put contenir sa curiosité. « Tu as trouvé une idée, Poirot, dit-il. Tu as toujours l'air d'avoir une pièce de puzzle qui se met en place. Sors-la, mon vieux. » Les lèvres de Poirot se courbèrent en un petit sourire. « Mon cher Hastings, vous avez le zèle de la chasse, mais pas toujours la patience du chasseur. Il y a bien quelque chose, une bagatelle, un détail, une de ces petites choses que d'autres passent sous silence, mais qui, pour Hercule Poirot, est comme l'étincelle qui allume la flamme. Mais chut, ne le proclamons pas encore. Il faut le tester, le vérifier, hein? Toujours l'ordre et la méthode. » Henri, hagard et agité, intervint avec irritation. « À quoi bon des broutilles? Ma femme est partie, peut-être morte, et vous êtes là à parler de détails. Si vous savez quelque chose, dites-le tout de suite. » Poirot le regarda avec une profonde compassion. « Monsieur, c'est précisément dans les détails que se trouve la vérité. Le grand crime laisse sa trace non pas dans l'évidence, mais dans l'insignifiant. Accordez-moi un peu de temps, et vous verrez. » La pantoufle. Le premier geste de Poirot fut de réclamer à nouveau la pantoufle de satin, celle trouvée abandonnée près des porte-fenêtres. Le majordome la lui présenta avec un soin solennel et la déposa sur la table du petit salon. Poirot se pencha dessus comme s'il s'agissait d'une relique d'une grande antiquité. « Regardez, Hastings, une pantoufle de satin blanc, délicate, très usée. Pourtant, regardez, la semelle est à peine salie, bien qu'elle repose sur les dalles de la terrasse. Et là, cette petite abrasion près du talon. Dites-moi, que voyez-vous » Hastings fronça les sourcils. « On dirait une éraflure. Elle a peut-être trébuché. Peut-être. Mais remarquez la direction de l'abrasion. Non pas vers le bas, comme en marchant, mais vers le haut, comme si on raclait la pierre lorsqu'on la posait sur le sol, et non lorsqu'on la piétinait. Ah, ne voyez-vous pas, mon ami? Cette pantoufle n'a pas été lâchée.
Elle a été posée. Hastings le fixa. « Seigneur, Poirot, tu veux dire… » « Je veux dire, Hastings, ce que nous avons vu était un tableau, une mise en scène, montée pour nos yeux. La disparition de Madame Veil était censée paraître volontaire, précipitée, mais la pantoufle trahit l'artifice. Le cordon du rideau. Plus tard dans la matinée, Poirot inspecta discrètement la chambre d'Élénore. Rien ne lui échappa. Le lit moelleux, le coffret à bijoux ouvert, les rideaux à moitié tirés. Il marqua une pause, caressant délicatement du doigt les lourds cordons des rideaux. « Voilà, murmura-t-il. Hastings, regarde bien. Le gland ici, il est effiloché, tu vois. Les fils sont tirés, comme saisis d'un coup. Et là, le cordon est légèrement tendu. » Hastings se pencha pour l'examiner. « Par Jupiter, vous avez raison. Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Les yeux de Poirot se plissèrent. « Cela signifie, mon ami, que Madame Veil a résisté à quelque chose, ou à quelqu'un. Elle s'est agrippée au cordon du rideau, peut-être par peur, peut-être par désespoir. Pourtant, aucun son ne s'est fait entendre, aucun cri n'a été poussé. Pourquoi ? A-t-elle été réduite au silence, ou est-elle partie de son plein gré, dissimulant son inquiétude ? Telle est la question, Hastings. » Une remarque désinvolte. Au déjeuner, Poirot se plaça entre le colonel Arbuthnot et le docteur Morton. La conversation était feutrée, chaque invité pesant ses mots sous l'œil attentif de Poirot. Ce fut le colonel qui rompit le silence, sa voix vibrant d'une cordialité forcée. « Trop bizarre, hein, Poirot ? Ça me rappelle une affaire en Inde. Un type s'est volatilisé, retrouvé 2 jours plus tard caché dans un réservoir d'eau. Croyez-moi, la fille va réapparaître dans une dépendance, riant de notre agitation. » Lady Constance frissonna. « Colonel, comment pouvez-vous plaisanter ainsi ? Éléonore n'était pas une badineuse. » Le docteur Morton ricana, mal à l'aise. « Ah, mais elle avait l'imagination débordante. La semaine dernière, elle est venue me voir, affirmant avoir vu quelqu'un dans le verger au clair de lune. Personne, bien sûr. De simples chimères. » Poirot tourna brusquement la tête. « Pardon, docteur, elle a vu quelqu'un ? A-t-elle dit qui ? Mais non, seulement que la silhouette a disparu à son approche. Une hallucination, lui ai-je dit. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Mais non, docteur, ce n'est pas une hallucination. Ne négligez jamais les peurs d'une femme. Elles sont souvent fondées sur la vérité, même si elles sont déguisées en imagination. C'est ça, Hastings, que vous, les Anglais, oubliez. » Le carnet de Poirot. Ce soir-là, dans la solitude de la bibliothèque, Poirot sortit son petit carnet. Hastings, penché sur son épaule, le vit écrire 3 mots de sa main soignée. Pantoufle, placé cordon, effiloché, figure, verger. Il souligna chaque mot 2 fois, puis ferma le livre d'un coup sec. « Hastings, dit-il doucement, tu te souviens que j'ai parlé d'une bagatelle ? Ce n'est plus une bagatelle, c'est un fil. Je commence déjà à en voir la trame. » « Alors, tu sais ce qui s'est passé ? » demanda Hastings, essoufflé. Poirot sourit. « Pas encore, mon ami. Mais je sais une chose. La disparition de Madame Veil n'était pas une simple fuite. Elle était maquillée, et le commanditaire, il est là, parmi nous. Un de ces invités si distingués, si respectables, si courtois. Il joue son rôle. Mais il a négligé le détail, et cela le trahira. » La découverte nocturne. Cette nuit-là, bien après que les autres se furent retirés, Poirot avança silencieusement dans le couloir est. Hastings, l'accompagnant à contre-cœur, frissonna à cause des courants d'air qui soufflaient dans la vieille maison. Poirot s'arrêta devant une petite porte à moitié dissimulée par une tapisserie. « Ah, Hastings, une porte peu utilisée. Voyons voir. » Il l'ouvrit et découvrit un étroit escalier descendant dans l'obscurité. Lanterne à la main, ils descendirent prudemment et débouchèrent sur un débarras désaffecté qui sentait la pierre humide. Là, sur le sol, à moitié enfoui sous la poussière et les toiles d'araignée, gisait un morceau de papier froissé. Poirot le souleva délicatement. C'était la page manquante du buvard de Lydia Greaves. Les mots, pâles mais lisibles, disaient « Ma très chère H, je ne peux pas le supporter. Si elle reste, je perdrai tout. Retrouve-moi ce soir, et nous discuterons de ce qu'il faut faire. » Hastings haleta. « Mon Dieu, c'est réglé, Poirot. Lydia et Henri ont comploté ensemble. » Poirot glissa la page dans sa poche, son expression indéchiffrable. « Peut-être, Hastings. Ou peut-être s'agit-il d'un autre tableau, une fausse piste, semée pour que nous la trouvions. Mais qu'elle soit vraie ou fausse, cette lettre change tout. Le drame de Ravenhall nous attire vers son cœur.
Il éteignit la lanterne, ses yeux brillants dans l'obscurité. Et Hercule Poirot, il sera prêt. Meurtre derrière le rideau de velours, un mystère d'Hercule Poirot. Chapitre 5. Les fausses pistes. Ce matin-là, la pluie fine et argentée tombait sur les jardins de Ravenwood et transformait les allées de gravier en boue. La maisonnée, confinée dans la grande demeure, semblait agitée, tels des acteurs attendant le signal pour monter sur scène. La tension planait dans les couloirs, plus forte encore que l'air humide. L'inspecteur Graves ne perdit pas de temps. C'était un homme qui détestait les subtilités, et ses soupçons étaient déjà bien ancrés. À midi, il convoqua Poirot et Hastings à la bibliothèque, avec un air de triomphe discret. « Messieurs, croyez-moi, annonça-t-il, cette affaire est quasiment résolue. Nous avons notre homme. » Poirot haussa les sourcils. « Vraiment ? Déjà ? Mon cher inspecteur, vous êtes rapide. Et qui a bien pu attirer votre regard d'aigle ?» Graves ferma son carnet avec satisfaction. « Colonel Stratton. » L'affaire contre le colonel l'inspecteur a exposé son raisonnement avec la confiance d'un homme habitué aux crimes simples. Premièrement, le mobile. Sir Reginald devait une somme considérable au colonel. Une dispute avait éclaté la semaine dernière à l'auberge du village, devant plusieurs témoins. Stratton insista, mais Sir Reginald le rejeta. Les esprits s'échauffèrent. Voilà pour le premier. Poirot inclina gravement la tête. Le mobile, oui. Et l'opportunité ? Il y en a plein. Stratton admet être dehors, sur la terrasse. Pratique, en effet. Le jardinier l'a vu marcher, certes, mais pas tout le temps. Il aurait facilement pu se glisser à l'intérieur, toucher au cognac et revenir. Hastings fronça les sourcils. Mais Graves, le verre était sûrement dans le salon, pas la carafe ? Exactement, dit Graves en tapotant son carnet. Le colonel s'y connaît en bouteille. On l'a vu plutôt en train de manipuler la carafe, se versant un verre, d'après le majordome. Il aurait pu garder une fiole de cyanure dans sa poche et la laisser tomber dans le verre de Sir Reginald à l'occasion. Et autre chose. Nous avons trouvé des traces de cendres de tabac sur le tapis près du fauteuil. Stratton fume la pipe. Les preuves s'accumulent. Hastings parut impressionné. Eh bien, Poirot, ça a l'air plutôt concluant. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il ajusta l'angle de sa pince à cravate, puis dit doucement. Concluant, Hastings, ou commode ? Les doutes silencieux de Poirot demanda à voir la cendre de pipe. L'inspecteur Graves s'exécuta en lui présentant une petite enveloppe. Poirot l'ouvrit délicatement, portant une pincée de flocons gris à son nez. « murmura-t-il. « Curieux. Ce n'est pas du tabac à pipe, mais de la cendre de cigarette. Un bon mélange turc, je crois. Notre colonel fume du tabac anglais brut, beaucoup plus lourd. » Graves fronça les sourcils. C'est pourtant là que les cendres ont été retrouvées. « Ah, mais la cendre est un témoin des plus trompeurs, » répondit Poirot, les yeux pétillants. « Elle va là où la main négligente la laisse. Elle ne nous dit rien de l'homme qui était assis sur cette chaise. » Poirot rendit l'enveloppe avec une petite révérence, mais intérieurement il était déjà certain. Le colonel était en train d'être piégé. Le colonel confronté néanmoins, Graves ne perdit pas de temps pour confronter Stratton. La maisonnée était de nouveau réunie dans le salon lorsque l'inspecteur rendit son verdict. « Colonel Stratton, dit-il d'un ton sévère, vous aviez un mobile, vous aviez l'occasion, et les traces de cendres plaident contre vous. Je vous demande de rester sous bonne garde jusqu'à nouvel ordre. » Le colonel explosa de fureur. Quelle absurdité! Moi, un meurtrier? Bon Dieu, j'ai combattu dans 3 campagnes. Crois-tu que je m'abaisserais à verser du poison dans le verre d'un type comme un vaurien sournois? Lady Eleanor poussa un petit cri et serra la main de sa nièce. Mademoiselle Ashcroft griffonnait furieusement dans son carnet, savourant visiblement le spectacle. Leonard Drake esquissa un léger sourire narquois, comme si la suspicion s'était dissipée. Poirot observait en silence, les doigts joints, la tête inclinée. Seul Hastings, qui connaissait les signes, remarqua le léger sourire qui se dessinait sur les lèvres du détective, les observations de Poirot. Plus tard, dans l'intimité du bureau, Hastings s'en prit à Poirot. « Mais mince, Poirot, pourquoi n'as-tu rien dit? Tu sais que la cendre ne vient pas de la pipe du colonel. Tu aurais pu le disculper sur le champ. » Poirot écarta les mains. « Ah, mon ami, il est parfois sage de laisser le soupçon jouer son petit rôle. Ne comprenez-vous pas? Si le meurtrier s'est donné la peine de dissimuler des preuves, il surveillera attentivement pour voir s'il y parvient. Et en observant, il se trahira peut-être. » Hastings parut dubitatif. Ça semble un peu dur pour le colonel.
Poirot lui lança un regard réprobateur. « Mon cher Hastings, dans la quête de la vérité, il faut parfois suivre la fausse piste jusqu'au bout. C'est seulement alors que l'on découvre le vrai chemin. » Un indice inattendu. Ce soir-là, tandis que la maison se retirait, Poirot s'attarda une fois de plus dans le salon. Les rideaux de velours remuaient légèrement dans un courant d'air, et Poirot les examina avec une attention méticuleuse. Ses doigts trouvèrent, coincé dans les lourds plis, un petit objet, un bouton de manchette cassé, simple mais de facture coûteuse. Il le glissa dans sa poche, les yeux brillants de triomphe. « Alors, murmura-t-il, le colonel ne porte pas de bouton de manchette, mais un autre, si. » Et il a laissé derrière lui le petit témoignage de son insouciance. Poirot jeta un coup d'œil vers l'escalier, où Leonard Drake venait de souhaiter bonne nuit à Clara avec une courtoisie exagérée. La manche du financier était boutonnée non pas avec un bouton de manchette, mais avec un bouton hâtivement fermé. Les moustaches de Poirot frémirent. La fausse piste était lancée, mais le vrai poisson nageait encore dans les eaux obscures. La famille réagit. Le lendemain matin, l'atmosphère à Ravenwood était encore plus tendue. Le colonel arpentait les couloirs tel un lion en cage, furieux des soupçons qui pesaient sur lui. Lady Eleanor évitait la compagnie, pleurant en silence dans sa chambre. Clara voltigeait nerveusement, tandis que le révérend Hargreaves se renfermait, murmurant des prières à demi-mot. Miss Ashcroft, bien sûr, était ravie. « C'est la situation idéale », confia-t-elle à Hastings avec un enthousiasme macabre. Un soldat en flagrant délit, un verre empoisonné, une maison fermée à clé. De quoi attirer l'attention de M. Poirot, n'est-ce pas? Hastings, offensé pour Poirot, rétorqua sèchement. Poirot verra clair, comme toujours. Les yeux de mademoiselle Ashcroft brillèrent. Alors, je serais fasciné de le regarder travailler. Le triomphe silencieux de Poirot. Ce soir-là, Poirot s'assit de nouveau auprès d'Hastings. Il posa le bouton de manchette cassé sur la table et le regarda, avec satisfaction. « Tu vois, Hastings ? Déjà, le meurtrier se révèle. Il trace une fausse piste pour le colonel, mais dans sa haie, il laisse sa propre trace. La symétrie de la chose, ah, c'est d'une élégance rare. » Hastings se pencha. « Alors, tu sais qui c'est » Poirot secoua lentement la tête. « Pas encore, mon ami. Mais je sais une chose. Le meurtrier est malin, certes, mais pas autant qu'Hercule Poirot. Il ne nous reste plus qu'à attendre, à observer, et bientôt il s'empêtrera dans ses propres mensonges. » Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. La tempête qui menaçait depuis des jours finit par se dissiper. La pluie s'abattait sur les fenêtres à meneaux de Ravenhall, les faisant trembler dans leurs châssis, tandis que le vent sifflait dans les cheminées. La demeure, vaste et ancienne, semblait trembler de l'intérieur. Mais à l'intérieur, la tempête était d'une autre nature, celle des secrets, des demi-vérités et des mensonges murmurés, qu'Hercule Poirot commençait alors à démêler avec soin. La petite réunion de Poirot. Avec la permission réticente de Sir Évrard, Poirot réunit la maisonnée dans le salon ce soir-là. Le grand feu projetait des ombres changeantes sur les murs lambrissés, tandis que l'orage extérieur apportait un accompagnement menaçant à la voix calme du détective. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, chacun d'entre vous m'a raconté son histoire de cette soirée fatidique. Et pourtant, chaque récit semble incomplet. Alors, avec votre permission, nous allons vous entendre à nouveau, et nous verrons ce qui en ressortira une fois les petites cellules grises appliquées. » Henri se pencha en avant, pâle et agité. « Tu veux dire que l'un de nous connaît la vérité ?» Poirot écarta les mains. « Mais oui, plus d'un d'entre vous. Je vois déjà le schéma, même s'il n'est pas encore complet. Continuons. » La confession de Lydia. Le regard de Poirot se posa sur Miss Greaves. Elle resta figée, ses yeux sombres, impassibles. « Mademoiselle, nous avons trouvé dans un endroit caché un fragment de lettre. Elle était écrite de votre main. Elle parlait de désespoir, de tout perdre si vous n'agissiez pas. Elle était adressée à H. Allez-vous le nier ?» Pendant un instant, le silence régna. Puis le sang-froid de Lydia se brisa. Ses mains tremblèrent sur ses genoux. « Je ne le nierai pas, » dit-elle d'une voix basse et posée. « Oui, je l'ai écrite. À Henri. Je l'aimais. Je l'aime depuis notre enfance. Quand il a épousé Éléanore, j'ai cru que mon cœur allait se briser. Ce soir-là, je l'ai supplié de me rencontrer, de me parler. Mais il n'est jamais venu. J'ai déchiré la lettre et caché la page. Comment tu l'as retrouvée? Je n'ose pas l'imaginer. » Henri se leva d'un bond. « Lydia, c'est de la folie. Tu n'aurais pas dû... » Poirot leva le doigt. « Asseyez-vous, monsieur.
Mademoiselle Greaves nous a confié quelque chose de très important. Elle n'a pas nié sa jalousie, son désespoir. Pourtant, remarquez-le, Hastings, elle admet aussi qu'Henry ne l'a pas rencontré. Alors, où était Henry, en vérité, lorsque Madame Vale a disparu? Son alibi, voyez-vous, est le plus fragile de tous. Le visage d'Henry s'empourpra de colère. Je te l'avais dit, dans ma chambre en train de lire. Seul, murmura doucement Poirot. Toujours seul. La révélation du solliciteur Poirot se tourna ensuite vers Jasper Harwood, dont les lèvres fines étaient si serrées qu'elles avaient presque disparu. Monsieur Harwood, vous avez souvent évoqué l'inaptitude de Madame Vale, mais je perçois autre chose. En tant que notaire, vous êtes également chargé de certaines affaires financières, n'est-ce pas? Dites-nous ce qu'il en est réellement de la fortune d'Eleanor Vale. Harwood toussa sèchement. De la fortune? Elle n'en avait pas. Elle avait plutôt des dettes pressantes. Du jeu peut-être, de l'imprévoyance certainement. C'est moi qui les ai découvertes quand Henry a proposé le mariage. J'ai prévenu Sir Everard, mais il n'a pas voulu intervenir. Eleanor Vale n'a apporté à cette maison que la ruine. La main de Sir Everard frappa la coudoir de son fauteuil. Ruine. Tu aurais dû insister davantage, Harwood. Je ne l'aurais jamais permis, si j'avais su l'ampleur de la situation. Poirot inclina la tête. Ah, mais vous le saviez, monsieur. Et pourtant, le mariage a eu lieu. Pourquoi? Le regard de Sir Everard se porta sur Henry, puis sur Lady Constance. Il ne répondit pas. Le malaise du docteur. Les yeux de Poirot se tournèrent ensuite vers le docteur Morton, qui s'agitait mal à l'aise sur son siège. « Docteur, vous avez soigné Madame Vale pour ses nerfs. Vous avez dit qu'elle imaginait des silhouettes dans le verger, des ombres à sa fenêtre. Mais était-ce de l'imagination? Ou pensiez-vous qu'elle était surveillée ?» Le docteur Morton retira ses lunettes et les polit avec acharnement. « Je ne peux pas le dire. Elle était très nerveuse. Mais elle a parlé un jour d'avoir reçu des messages anonymes, menaçants, disait-elle. Je lui ai conseillé de les ignorer, de les détruire. » Henry se leva d'un bond. « Des notes? Quelles notes? Elle ne me l'a jamais dit. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, mais elle l'a dit au docteur. Et le docteur a dit de les détruire. C'est commode, n'est-ce pas? Dites-moi, monsieur le docteur, ces notes ont-elles vraiment été détruites? Ou les possédez-vous toujours? » Morton balbutia. « Je les ai brûlées. J'ai pensé que c'était mieux. »« Le meilleur pour qui ?» demanda doucement Poirot. Le médecin n'avait pas de réponse. Le silence du colonel. Le colonel Arbuthnot tira furieusement sur sa pipe, bien qu'elle fût éteinte. Tout cela est absurde. Les jeunes femmes sont fantaisistes. Disparition, notes, ombre, tout cela n'est que de l'hystérie. Poirot le regarda fixement. « Vous êtes un soldat, colonel. Vous connaissez la valeur du silence, de la discipline. Mais vous avez entendu une porte claquer, n'est-ce pas, cette nuit-là? Une porte qui n'aurait pas dû être ouverte ?» Le colonel rougit. « Eh bien, oui, ça aurait pu être n'importe quoi. »« Ah, mais non, rien du tout. Quelque chose, un bruit au moment précis. Ne l'écarte pas si facilement. » Poirot seul. Lorsque l'assemblée se dispersa enfin, les voix s'élevant et les esprits s'échauffant, Poirot resta près du feu, sa petite silhouette projetant une longue ombre sur le sol. Hastings le rejoignit, les yeux écarquillés. « Eh bien, Poirot, c'est un vrai casse-tête. Lydia est jalouse. Harwood laisse entendre qu'il est ruiné. Morton cache des lettres. Le colonel cache quelque chose. Et Henry... Eh bien, l'alibi d'Henry est ténu. Ils ne peuvent pas tous être coupables. » Poirot sourit faiblement. « Ah, mais dans ces cas-là, Hastings, chacun est coupable de quelque chose. Un mensonge, une dissimulation, une faiblesse. Mais un seul est coupable du grand crime. Il faut distinguer les péchés d'orgueil, de désir, de lâcheté, et le péché de meurtre. »« Et tu penses qu'Eleanor était morte ?» demanda doucement Hastings. Les yeux de Poirot brillaient à la lueur du feu. « Mon ami, qu'elle soit morte ou vivante, une chose est sûre. Elle n'a pas disparu de son plein gré. Non, elle a été forcée de disparaître. Et bientôt, nous découvrirons comment et pourquoi. » Chapitre 8. Le tournant émotionnel. L'orage passa dans la nuit, laissant Ravenhall propre mais désolé sous un ciel froid et sans couleur. L'eau de pluie brillait encore dans les rainures des dalles de la terrasse, et la rivière, gonflée et agitée, bouillonnait au-delà du jardin. Pourtant, à l'intérieur de la maison, l'orage ne faisait que commencer.
L'atmosphère du petit déjeuner était tendue à l'extrême. Les convives se rassemblèrent à contre-cœur, comme poussés par le devoir plutôt que par l'appétit. Le majordome s'avança silencieusement entre eux, servant le café, mais personne ne parla jusqu'à ce que Poirot, serein et posé, pose sa tasse et s'adresse à tous. « Mesdames et messieurs, dit-il, nous en arrivons maintenant au cœur du problème. Il ne suffit pas de dire que Madame Veil a disparu. Il faut se demander qui a souhaité sa disparition et pourquoi. » Un frisson d'inconfort parcourut la table. Le poing de Sir Everard frappa violemment la table. « C'est intolérable, Poirot. Ma maison est devenue un lieu de suspicion. Vous nous harcelez de questions, vous déterrez de vieux griefs. À quoi bon ?» Poirot inclina légèrement la tête. « Cela sert, monsieur, la vérité. Et la vérité, elle résiste, mais elle doit venir. » Henri s'effondre, Henri Veil se leva brusquement, le visage tiré et blême. « Très bien. Si c'est la vérité que vous voulez, je vous la donnerai. Mon mariage, ce n'était pas ce qu'il semblait être. Éléonore et moi n'étions pas heureux. Elle était agitée, méfiante. Elle m'accusait de secrets, de mensonges. Et oui, je l'avoue, il y a eu des disputes amères. » Lady Constance poussa un petit cri. « Henry !» Mais Henri insista, la voix plus forte. « Vous la pensiez tous comme la mariée idéale. Mais vous n'avez pas vécu avec elle, écoutez-la. Elle se méfiait de moi, elle m'espionnait. Elle a même menacé... » Il s'interrompit brusquement, se mordant la lèvre. Poirot plissa les yeux. « Menacé quoi, monsieur ?» Les mains d'Henri tremblaient, tandis qu'il les pressait contre la table. « Elle a dit qu'elle me quitterait, qu'elle me dénoncerait, me couvrirait de honte, si je ne le faisais pas. » Il se laissa retomber sur sa chaise, la voix rauque. « Je ne peux pas continuer. » La voix de Poirot était très basse. « Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas ?» Henri ne dit rien. Lydia breaks. À ce moment-là, Lydia Greaves, pâle et tremblante, se leva. « Vous voyez. » Il l'avoue. Henri avait raison, plus que nous tous, il la détestait. Et je sais, oui, je sais, qu'il aurait souhaité sa disparition. La tête d'Henry se redressa brusquement, les yeux flamboyants. « Tu mens, Lydia. » »« Tu ne sais rien. » Mais Lydia insista, son sang-froid s'effritant. « Je sais qu'elle te craignait. Je sais qu'elle a dit avoir la preuve de quelque chose qui te ruinerait. Je l'ai entendue dans le jardin parler au docteur Morton. Elle a dit qu'elle avait le pouvoir de te détruire complètement. » La salle s'exclama avec stupeur. Henri chancela, comme frappé. Poirot leva la main. « Silence, s'il vous plaît. Mademoiselle Greaves, c'est très grave. Vous avez entendu de telles paroles ?» Son visage était d'une pâleur affreuse, mais elle soutint le regard de Poirot. « Oui, je les ai entendues de mes propres oreilles. » Henri enfouit son visage dans ses mains. L'admission du médecin, le docteur Morton, troublé, essuyait ses lunettes à plusieurs reprises. « Eh bien, oui, c'est vrai, elle m'a parlé de quelque chose, mais je n'ai jamais compris. Elle a dit avoir connaissance d'une affaire irrégulière. Elle a fait allusion à de l'argent, à des documents juridiques, mais elle n'en a pas dit plus. J'ai trouvé ça un peu nerveux, comme je vous l'ai déjà dit, mais peut-être ce n'était pas le cas. » Jasper Harwood, l'avocat, prit une profonde inspiration. « Des papiers ? Mon Dieu !» Il s'interrompit brusquement, les lèvres pincées. Le regard de Poirot se tourna vers lui. « Ah, monsieur Harwood, toi réagisse le plus vivement. Peut-être connaissez-vous aussi ces journaux ?» Le visage d'Harwood devint blême. « Je sais seulement que Sir Everard a confié certains actes, certains titres, aux soins d'Henri. Si Éléonore les avait découverts par hasard. »« Assez !» tonna Sir Everard. Son visage était rouge de rage. « Cela doit cesser. Je ne laisserai pas mon fils, mon héritier, être accusé devant des étrangers, dans ma propre maison. » La voix de Poirot, calme et claire, tranchait sur le tumulte. « Pourtant, il est accusé, monsieur, et à juste titre, car votre fils cache beaucoup de choses, mais qu'il cache sa culpabilité, cela reste à prouver. » La pression de Poirot. La tempête de voix s'apaisa, laissant place à un silence tendu. Poirot se leva, sa petite silhouette semblant soudain dominer la pièce. « Voyez-vous, mes amis, le masque commence à tomber. Madame Val ne s'est pas évaporée. Elle n'était pas seulement nerveuse, ni simplement fantaisiste. Elle savait quelque chose. Elle a menacé de le dire. Et pour cela, quelqu'un l'a réduite au silence. » Lady Constance laissa échapper un sanglot frémissant. Lydia s'effondra sur sa chaise, tremblante. Henri resta figé, le visage marqué par le tourment. Le regard de Poirot parcourut lentement la pièce, s'attardant sur chaque visage tour à tour.
Déjà, l'un de vous tremble à la pensée de ce qu'il a fait. Déjà, la vérité se presse sur ses lèvres. Et bientôt, oui, très bientôt, il parlera. La réflexion de Hastings. Plus tard, seul avec Poirot dans la bibliothèque, Hastings eut du mal à se contenir. Eh bien, Poirot, c'était extraordinaire. Lydia à moitié folle de jalousie, Henry à moitié ruiné par un secret, Harwood faisant allusion à des titres perdus. Seigneur, pas étonnant qu'Éléanore ait eu peur, mais lequel des deux a fait ça? Poirot lissa sa moustache avec soin. Patience, Hastings. Nous avons atteint le tournant. Les émotions sont vives, les vérités échappent aux lèvres réservées. Mais le grand dénouement, il n'est pas encore là. Pourtant, j'ai ce que je cherchais, la fracture. Quand les gens se brisent, ils se révèlent. Et maintenant, nous le savons. La disparition de Madame Vale n'est pas liée à la seule passion, mais à l'argent. Toujours, Hastings, l'argent. Il se tapota la tempe avec un léger sourire. Les petites cellules grises, elles se rapprochent à poste de la vérité. Bientôt, mon ami, nous poserons le piège. Chapitre 9. Le piège. Le lendemain soir, tandis que les ombres s'allongeaient sur les pelouses givrées, Hercule Poirot invita toute la maisonnée et ses invités à se rassembler dans la grande salle de Ravenhall. Le feu, allumé haut, projetait des flammes jaillissantes sur les tapisseries anciennes et les portraits au cadre doré, mais la chaleur ne parvenait pas à dissiper le froid qui régnait dans l'air. Chaque occupant de la maison entra avec l'air inquiet de ceux qui s'apprêtèrent à subir leur jugement. Sir Everard était sombre et silencieux, la mâchoire crispée. Lady Constance, pâle et tremblante, serrait son châle contre ses épaules. Le visage d'Henry Vale affichait l'expression tendue et insomniaque d'un homme au bord de l'évanouissement. Lydia Greaves se déplaçait avec une dignité figée, bien que ses yeux trahissaient un tremblement de peur. Le colonel Arbuthnot tirait furieusement sur sa pipe, bien qu'elle restât obstinément éteinte. Le docteur Morton ne cessait de polir ses lunettes, comme si ce mouvement répété pouvait effacer sa culpabilité. Harwood, l'avoué, était calme mais froid, sa bouche mince courbée de dédain. Enfin, Poirot apparut, impeccablement vêtu, tous ses cheveux en place, ses moustaches luisantes comme pour défier l'obscurité. Il prit place devant le feu, joignant délicatement les mains devant lui. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je vous remercie de m'avoir accordé cette petite réunion. Vous êtes las des questions, des soupçons, des ombres. Mais désormais, le temps des ombres est révolu. Nous voici arrivés au temps de la vérité. » Un bruissement nerveux parcourut la compagnie. Poirot leva la main pour réclamer le silence. La méthode Poirot. « Voyez-vous, poursuivit-il doucement, une disparition est plus difficile qu'un meurtre. Un corps parle. Il nous dit où, quand, comment. Mais quand un corps est absent, alors tout n'est que conjecture, à moins que... » Ses yeux brillaient. « À moins qu'on applique les petites cellules grises. Et on me dit, mes amis, qu'Éléanore Vale n'a pas disparu de son plein gré. Non, elle a été forcée de disparaître. Et dans cette maison même, parmi ces personnes, repose la main qui a guidé son destin. » Lady Constance poussa un faible cri. Poirot insista. « J'ai parlé avec chacun d'entre vous. Chacun a menti, oui, menti. Certains ont menti pour dissimuler leur jalousie, d'autres pour protéger leur honneur, d'autres encore pour protéger leur fierté. Mais l'un d'eux a menti pour dissimuler un crime. Examinons cela de plus près. » Les soupçons se sont retournés. Poirot se tourna vers Lydia. « Mademoiselle, vous avez avoué votre amour pour Henri, votre haine pour sa femme. Cela vous a donné un mobile, n'est-ce pas? Et la lettre que nous avons découverte semblait trahir votre désespoir. Il serait facile, trop facile, de croire que vous avez entraîné Éléonore vers sa perte. Mais non, vous êtes innocente du grand crime. Votre péché n'était que celui du cœur. » Lydia émit un sanglot étranglé, mi-soulagement, mi-honte. Le regard de Poirot se porta sur Harwood. « Monsieur Harwood, vous avez parlé des dettes d'Éléanore, de son incompétence. Et pourtant, vous avez dissimulé autre chose. Ces titres, ces papiers ont été mal gérés, n'est-ce pas? Et si Éléanore avait su, elle aurait pu vous dénoncer. Alors, l'avez-vous réduite au silence ?» Les lèvres d'Harwood s'amincirent encore davantage. « Je le nie catégoriquement. En effet, vous niez, mais vous ne me trompez pas. Vous avez dissimulé une négligence, peut-être même une fraude. Mais un meurtre? Non. Vous êtes coupable de lâcheté, monsieur, pas de meurtre. » Harwood rougit, mais ne dit rien de plus. Le piège se resserre.
Poirot se tourna alors vers le docteur Morton, qui s'agitait sous son regard. « Docteur, vous avez brûlé les notes reçues par Éléanore. Pourquoi? Pour la protéger ou pour vous protéger? » « C'était insignifiant, balbutia Morton, l'œuvre d'un farceur. Non, elles n'étaient pas anodines, elles étaient vraies. Elle a été menacée, et vous, qui auriez dû la protéger, avez détruit les preuves. Votre culpabilité est due à la faiblesse, non à la violence. Vous craignez le scandale, vous craignez l'alarme, mais vous n'avez pas tué. » Le regard de Poirot se posa sur le colonel. « Et vous, colonel Arbuthnot, vous avez entendu la porte claquer. Vous saviez que quelqu'un était parti à l'étranger cette nuit-là, mais vous avez gardé le silence. Pourquoi? » Le colonel se hérissa. « Je ne voulais pas accuser quelqu'un sans certitude. Ce n'est pas à moi de tendre une corde au cou d'un homme sur la seule foi d'un bruit. Pourtant, c'était Henry, n'est-ce pas? Vous l'avez vu s'échapper, ou vous l'avez entendu, et vous avez gardé le silence, par loyauté. » Le colonel détourna le regard, son visage rouge s'assombrissant. Henry sous les projecteurs. Enfin, le regard de Poirot se posa sur Henry Vail. Le silence dans la pièce était pesant, étouffant. « Monsieur Henry, » dit doucement Poirot, « vous nous avez dit que vous étiez dans votre chambre en train de lire. Pourtant, il n'y a aucun témoin. Vous nous avez tous menti. Où étiez-vous, en vérité? » Le visage d'Henry blêmit. « Je... » Poirot éleva la voix d'un ton sec. « Vous vous êtes disputé avec votre femme. Elle a menacé de vous dénoncer. » « Dénoncer quoi, monsieur? Une mauvaise gestion des fonds confiés par votre père? Un abus de confiance? Elle détenait les papiers, n'est-ce pas? Et vous l'avez suivie cette nuit-là. Vous l'avez réduite au silence. » Le regard d'Henry allait et venait. « Non, je jure que je ne l'ai pas tuée. » Poirot se pencha en avant, les yeux brillants. « Alors, où est-elle, monsieur? Où est Éléanore Vail? » Henry tremblait, ses lèvres remuaient, sans bruit. Le silence pesait sur lui comme un poids. Finalement, il poussa un cri étranglé. « Je ne peux pas le dire !» La voix de Poirot était tranchante. « Tu ne peux pas, ou tu n'oses pas. » Henry enfouit son visage dans ses mains. « Dieu me vienne en aide, je n'ose pas. » La compagnie haleta. Lady Constance serrait le bras de son fils, tremblant violemment. Lydia se leva à demi, les yeux brillants d'un espoir désespéré. Poirot se redressa, son expression indéchiffrable. « Vous voyez, mes amis, le piège est tendu. Henry Vail détient la clé du mystère. Il a menti, dissimulé, résisté, mais il sait. Et bientôt, il nous dira tout. » Le reflet de Poirot. Plus tard, alors que la salle se vidait de confusion et de peur, Hastings prit Poirot à part. « Seigneur, Poirot, tu l'as eu. Il a presque tout avoué. Mais pourquoi ne pas l'avoir forcé à tout avouer? » Poirot secoua doucement la tête. « Non, non, Hastings. Des aveux extorqués par la force ne sont pas des aveux. La vérité, elle doit la faire éclater de son plein gré, lorsque le coupable ne peut plus supporter le silence. Henry Vail est proche du point de rupture. Demain, demain, je révélerai tout. » Il regarda les flammes du feu mourant, son visage grave, ses moustaches projetant des ombres jumelles. Car ce soir, laissons-les réfléchir, laissons-les trembler, et au matin, la vérité entrera dans la lumière. Chapitre 10. La révélation. Le lendemain matin, Ravenhall régnait dans un silence étrange. L'orage était passé, laissant l'air vif et cristallin. Les pelouses scintillaient de givre, les arbres dénudés se découpaient en noir sur un ciel hivernal pâle. Pourtant, à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était lourde d'effroi. Les domestiques se déplaçaient en murmurant, les invités s'attardaient en silence, et tous attendaient l'appel qu'ils savaient venir. Et à 11 heures précises, l'heure arriva. Hercule Poirot invite tous à se rassembler dans la grande salle. Les chaises étaient disposées en demi-cercle devant le feu. La compagnie entra dans un silence tendu, les visages crispés, les yeux méfiants. Poirot se tenait devant eux, impeccable comme toujours, les mains jointes dans le dos, sa tête ovoïde haute, ses moustaches luisantes comme deux cimeterres d'or. Hastings était assis légèrement à l'écart, carnet à la main, les yeux brillants d'impatience. Poirot commença doucement. « Mesdames et messieurs, vous avez été indulgents envers moi ces derniers jours. Vous avez répondu à mes questions, souvent à contre-cœur, et vous avez supporté mes petites observations. Mais maintenant, enfin, la vérité est prête à être dite. Le mystère de la disparition de Madame Vail ne sera plus caché. » Un souffle collectif sembla traverser la pièce. Le puzzle assemblé Poirot leva un doigt. « Commençons par rappeler ce que nous savons. Madame Vail a disparu dans la nuit.
Sa pantoufle a été retrouvée sur la terrasse, son lit vide, ses bijoux intacts. À première vue, c'était la fuite d'une jeune mariée nerveuse. Mais non, la pantoufle n'avait pas été lâchée, elle avait été mise, déjà, là, on voit l'artifice. Il se tourna lentement, ses yeux les parcourant. Ensuite, le cordon du rideau, effiloché, tendu, signe de lutte, vite réduit au silence. Et puis, le témoignage du médecin. Madame Vell craignait les ombres dans le verger. Elle avait reçu des lettres de menaces. Elles avaient été brûlées, mais la menace était réelle. Elle avait peur. Lady Constance laissa échapper un léger sanglot. Poirot insista. Maintenant, les mobiles. Mademoiselle Greaves aimait Henry. Sa jalousie était forte. Mais la jalousie n'est pas un meurtre. M. Harwood a dissimulé sa négligence grâce au titre de la famille. Si Éléonore avait parlé, sa réputation aurait été ruinée. Pourtant, sa lâcheté n'est pas l'acte d'un meurtrier. Le médecin, lui aussi, a dissimulé sa faiblesse. Le colonel, son silence. Et Henry Vail. Ah, Henry Vail. Il l'a dissimulé plus que tout. Henry remua, le visage blême. La voix de Poirot devint sévère. Vous nous avez dit que vous étiez dans votre chambre, en train de lire. Un mensonge. Vous avez été vu à l'extérieur cette nuit-là par le colonel. Vous vous êtes disputé avec votre femme. Vous l'avez admis. Elle a menacé de vous dénoncer. Mais de quoi a-t-elle menacé? Pas seulement de votre négligence, pas seulement de vos dettes. Non, elle a menacé de révéler le détournement de fonds confié par votre père. C'est pourquoi vous la craignez. C'est pourquoi elle a disparu. La vérité cachée. Un murmure parcourut la pièce. Le visage de Sir Everard était blême. Ses yeux flamboyaient. Henry, est-ce vrai? Henry enfouit son visage dans ses mains. Oui. Que Dieu me vienne en aide. Oui. J'ai utilisé l'argent. Je pensais pouvoir le remplacer, mais Éléonore l'a découvert. Elle a juré d'aller te voir. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Elle a ri, disant qu'elle me ruinerait si je n'avouais pas. Sa voix se brisa. Je l'ai suivie cette nuit-là. Je voulais seulement la supplier. Mais elle était furieuse. Elle s'est débattue. Elle a saisi le cordon du rideau. Elle a essayé de crier. Je l'ai arrêtée. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mais elle est tombée, s'est cognée la tête contre la pierre. Elle est restée immobile. Lady Constance poussa un cri. Lydia se couvrit le visage de ses mains. Sir Everard resta immobile, pétrifié. La voix d'Henry résonna de nouveau, rauque, brisée. J'ai paniqué. Je l'ai portée dans la nuit. Je me suis dit que si personne ne le savait, je pourrais peut-être encore arranger les choses. Je l'ai laissée près de la rivière. Le courant était rapide. Il l'a emportée. Poirot explique. Un silence de mort s'abattit. La voix de Poirot était basse, mais elle résonnait dans toute la salle. Voyez-vous, mes amis, ce n'était pas un complot machiavélique, ni une conspiration machiavélique. C'était la folie d'un homme faible, acculé par son propre déshonneur. Il aimait sa femme, certes, mais il craignait encore plus sa vérité. Et ainsi, d'un seul coup, il l'a détruite, et s'est lui-même détruit. Il s'arrêta, ses yeux brillants de mélancolie. Éléonore Vail n'était pas une sainte. Elle apportait avec elle des dettes, peut-être des ennuis. Mais elle apportait aussi l'honnêteté. Elle refusait le silence. Elle en a payé le prix de sa vie. Et nous le constatons une fois de plus. Le meurtre n'est pas toujours né de la haine. Parfois, il naît de la peur. Les conséquences. Henry tomba à genoux en larmes, tandis que Lady Constance s'accrochait à lui, partagée entre l'horreur et la pitié. Sir Everard se releva en chancelant, le visage marqué par l'angoisse. « Tu es mon fils, dit-il d'une voix rauque, mon héritier, et pourtant, tu nous as tous détruits. » Poirot baissa la tête. « Monsieur, je suis désolé, mais la vérité, il faut la dire, la cacher est pire que le crime lui-même. » Hastings écrivait avec fureur, la main tremblante. Les autres restaient assis, stupéfaits, leurs secrets dévoilés, leurs masques arrachés. Le reflet de Poirot. Ce soir-là, alors que la police était appelée et que Henry Vail était placé en garde à vue, Poirot et Hastings se tenaient ensemble sur la terrasse. La rivière coulait noire et rapide en contrebas, les arbres dénudés se détachant sur le ciel hivernal. « Bon sang, Poirot, dit doucement Hastings, c'est tragique. Il l'aimait à sa manière, et pourtant, il l'a tué. » Le regard de Poirot était grave. « Oui, Hastings, l'amour n'est pas toujours doux, il est parfois égoïste, cruel, et la peur est le pire ennemi. Elle pousse un homme à la folie, à la violence, au déshonneur. C'est ce que nous avons vu à Ravenhall.
Il se redressa, lissant son manteau d'une main précise. « Ainsi, mon ami, Hercule Poirot a fait son devoir. La vérité est dite, justice suivra. Mais souvenez-vous de ceci, en fin de compte, ce n'est ni l'ombre, ni le brouillard, ni même la maison qui recèle le danger. C'est toujours le cœur humain. » Sur ce, il se détourna de la rivière, sa petite silhouette nette et inflexible se détachant sur l'immensité du domaine. Hastings le suivit, carnet sous le bras, et ils montèrent ensemble dans la voiture qui les attendait. Ravenel se dressait derrière eux, silencieux et lugubre, sa tragédie complète. Chapitre 11. Le reflet. La voiture transportant Henry Vail était partie 1 heure plus tôt seulement, et pourtant le silence qu'elle laissait derrière elle semblait résonner dans chaque couloir de Ravenhall. La maison avait été ébranlée jusqu'à ses fondations par les révélations de Poirot, et bien que justice ait été rendue, personne à l'intérieur ne ressentait de soulagement. Lady Constance restait recluse dans ses appartements, sa silhouette fragile secouée de sanglots. Sir Everard arpentait son bureau, refusant les visiteurs, sa colère et son chagrin se mêlant dans une solitude lugubre. Lydia Greaves était assise seule dans le salon de musique, les mains immobiles sur les touches du piano, le regard fixé sur le vide. Même les domestiques s'agitaient, comme sous l'effet d'un charme, chuchotant, refusant de troubler le silence pesant. Seul Poirot semblait insensible à l'atmosphère de ruine. Il était assis dans la bibliothèque devant le feu, une petite tasse de chocolat à côté de lui, la posture impeccable, l'expression posée. Hastings, agité et inquiet, se tenait près de la cheminée, les yeux fixés sur les flammes. Les luttes d'Hastings, finalement, Hastings s'écria « Bon sang, Poirot, je n'arrive pas à me réconcilier. Je n'arrive pas à croire qu'Henry lui ait voulu du mal. Il était faible, oui, stupide, mais l'a tué. » Poirot leva la main. « Vous vous trompez, Hastings. Henry Vail n'avait pas l'intention de tuer. Il voulait seulement faire taire, temporiser, se préserver. Mais la frontière entre l'impulsion momentanée et l'acte meurtrier est ténue, tellement ténue. Il a porté atteinte à la liberté de sa femme, à son courage de dire la vérité, et ce faisant, il a porté atteinte à la vie elle-même. »« Mais sûrement, » protesta Hastings. « Il l'aimait. » Les moustaches de Poirot frémirent. À sa manière, oui. Mais son amour était égoïste, un amour qui craignait l'exposition plus qu'il ne chérissait la confiance. Ça, mon ami, ce n'est pas le véritable amour, c'est de la possession, et la possession, menacée, peut facilement se transformer en destruction. Hastings secoua la tête. C'est quand même terrible. Et les autres aussi, chacun cachant quelque chose. Lydia et sa jalousie, Harwood et sa lâcheté, le médecin qui brûle ses notes. Exactement, intervint doucement Poirot. Chacun portait une certaine culpabilité, non pas celle du meurtre, mais celle du silence, de la dissimulation. Crime du cœur, crime de la conscience. Et tous ensemble, ils ont tissé la toile dans laquelle Eleanor Vail s'est retrouvée prise. Telle est la tragédie de Ravenhall. Ce n'est pas une main seule, mais plusieurs qui ont préparé le terrain. Pourtant, au final, c'est Henry Vail qui a frappé le dernier mot. La philosophie de Poirot. Il se renversa en arrière, les doigts croisés. Voyez-vous, Hastings, dans chaque crime, il y a 2 parties. Il y a l'acte lui-même, le coup porté, le poison versé. Et il y a le terreau sur lequel l'acte pousse, les jalousies, les peurs, l'orgueil, les secrets. Sans terreau, l'acte ne peut jamais fleurir. Mais une fois que le terreau est riche de faiblesses, alors même la plus petite graine peut se transformer en tragédie. Il sirota délicatement son chocolat. C'est pourquoi je dis toujours que c'est la psychologie, le cœur humain, qu'il faut comprendre. Suivre des traces, vérifier des alibis, oui, c'est utile. Mais c'est dans l'âme humaine, Hastings, que naît le crime. Et c'est là aussi qu'il peut être prévenu. Les conséquences, Hastings resta silencieux un moment, le regard fixé sur le feu. Il parle enfin d'une voix douce. Ainsi, Eleanor Vail était la seule honnête parmi eux. Elle voyait ce que les autres ignoraient, et c'est pour cela qu'elle est morte. Poirot inclina gravement la tête. Oui, mon ami. Elle était courageuse. Elle disait la vérité là où d'autres se cachaient, derrière le silence. Mais le courage, hélas, est dangereux lorsqu'il menace ceux qui craignent d'être exposés. Souviens-toi de ceci, Hastings. La vérité est comme le fleuve au dehors, lente, patiente, inexorable. Elle franchit tous les obstacles, mais souvent, elle fait une victime sur son passage. Hastings frissonna. Et Ravenhall, que va-t-il devenir maintenant? Poirot écarta les mains.
Les maisons survivent, Hastings. Elles tiennent bon, elles perdurent. Mais le peuple, lui, porte le fardeau. Sir Évrard, il vivra avec sa disgrâce. Lady Constance, avec son cœur brisé. Lydia, avec son amour sans espoir. Chacun a son châtiment, sans avoir besoin des murs d'une prison. Quant à Henry Vale, il devra faire face à la loi. La justice, elle est aveugle, mais elle est sûre d'elle. Départ. Le lendemain matin, la voiture attendait sur le perron. Poirot, impeccable comme toujours, se tenait debout, sa valise à la main, son chapeau parfaitement incliné. Hastings jeta un dernier regard à Ravenhall, sombre et silencieux sous le ciel hivernal. « Un cas terrible, Poirot, dit-il doucement. Un cas que je n'oublierai pas. » Poirot hocha la tête. « Vous non plus, Hastings, car cela nous apprend beaucoup. La vanité, l'orgueil, la faiblesse. Voilà les véritables ennemis. Ce sont les failles par lesquelles la tragédie s'infiltre. Protégez-vous d'eux, et vous vous protégerez du crime. » Il s'installa dans la voiture et lissa ses gants. « Et maintenant, mon ami, retournons à Londres. Là-bas, peut-être, trouverons-nous un cas moins douloureux et plus... Comment dit-on en anglais? Ah oui, d'énigme. » La voiture s'engagea dans l'allée glacée, la maison s'éloignant au loin, ses vitres luisant faiblement comme des yeux qui en avaient trop vu. Ravenhall perdurerait, mais ses couloirs chuchoteraient à jamais l'histoire de la mariée disparue et du petit détective belge qui en avait dévoilé les secrets. Hercule Poirot se rassit, fermant les yeux, le visage serein. Pour lui, l'affaire était close. La vérité avait été dite, justice suivrait, et Ravenhall demeurerait, un monument non seulement à la tragédie, mais aussi à l'éternelle fragilité du cœur humain.